Alors, dans cette partie, nous allons voir la transmission synaptique. Quels sont les mécanismes de la transmission synaptique? Comment se transmet un message nerveux ou un potentiel d'action d'un neurone à un autre neurone ou d'un neurone à une autre cellule cible? Alors, dans cette partie, nous allons traiter la diversité des synapses d'abord. On va voir la classification structurelle et fonctionnelle. Nous allons voir la synapse chimique et les neurotransmetteurs. Nous allons voir les mécanismes de la neurotransmission proprement dite, comment se transmet le message nerveux, le potentiel d'action. Et ensuite, on va voir l'intégration synaptique. Et nous allons enfin étudier une synapse particulière qui est la synapse neuromusculaire ou jonction neuromusculaire. Donc, comme vous le savez, les cellules nerveuses sont parfaitement individualisées les unes des autres. C'est des cellules séparées. Néanmoins, une information peut être communiquée d'une cellule à l'autre par l'intermédiaire de certains points de contact qu'on appelle les synapses. Alors, les informations qui sont, on va dire, ou leur circulation, la circulation des informations, qui est la fonction du système nerveux, se fait par l'intermédiaire, donc elle se fait d'un neurone à un autre neurone par l'intermédiaire de certains points spécifiques de contact qui sont les synapses. Les phénomènes qui se développent à ce niveau constituent la transmission synaptique. La synapse, le terme synapse a été proposé par Sherrington en 1897. Le terme de synapse désignait au départ les zones de contact, regardez là, les zones de contact entre neurones. Spécialisées, ces zones de contact sont spécialisées dans la transmission de l'information. L'information, le potentiel d'action, ne passe que par ces zones de contact qu'on appelle synapses. Il s'agit là de synapses interneuronales, entre neurones. Donc, vous avez ici les boutons terminaux de certains axones qui se terminent au niveau d'un neurone ici postsynaptique. Et tout ce que vous voyez ici, c'est des axones de neurones présynaptiques. On va voir ça plus en détail. Les synapses interneuronales ont une même organisation de base. Un élément présynaptique, on commence ici, appartenant à un premier neurone. Là, vous avez une synapse que vous voyez ici. Entre cette synapse et ce neurone qu'on appelle un neurone postsynaptique, il va y avoir une fente synaptique. Cette fente synaptique, elle sépare ce neurone présynaptique par rapport à ce neurone postsynaptique. Là, vous avez un bouton terminal d'un neurone présynaptique. Là, vous avez les dendrites, donc d'un neurone et le corps cellulaire d'un neurone postsynaptique. D'accord? Donc le potentiel d'action ou le signal électrique, donc il va arriver par ce neurone présynaptique. À travers cette synapse, il va passer au niveau postsynaptique. Là, le neurone postsynaptique, il constitue lui-même un neurone présynaptique par rapport à ce neurone-là, etc. Donc, c'est comme ça que se transmet le signal à travers, et je vous fais remarquer que ce neurone maintenant présynaptique, il contient plusieurs boutons synaptiques. Regardez, ça c'est un bouton synaptique, ça c'est un bouton synaptique, ça c'est un bouton synaptique, etc. Donc, l'information, elle passe par ces boutons synaptiques. Alors, les neurones, les synapses peuvent être classées parce qu'il y a une diversité des synapses. Là, je vais vous proposer 3 classifications. Il y a la classification morphologique, c'est-à-dire qui est basée sur la structure. Nous allons trouver que les plus fréquentes sont entre un bouton terminal et un dendrite, comme ici. Donc, il s'agit là d'une synapse axodendritique. Il y a des synapses entre un bouton terminal et le corps cellulaire, comme vous pouvez le voir ici. On les appelle les synapses axosomatiques. Ici, il y a le soma, il y a l'axone du neurone présynaptique. Ici, il y a le soma du neurone postsynaptique. Alors, les moins fréquentes sont les synapses axo-axonales, comme on peut le voir ici.
On peut trouver aussi des synapses dendrodendritiques entre dendrites ou dendrosomatiques qui peuvent par exemple être là. Une deuxième classification est une classification physiologique, c'est-à-dire basée sur la fonction ou le schéma fonctionnel de ces synapses. Et là, on va trouver trois types de synapses, les synapses électriques, les synapses chimiques et des synapses mixtes. Les synapses électriques ou jonctions communicantes ou ce qu'on appelle en anglais gap junction, elles sont caractérisées par l'accolement des deux membranes plasmiques des deux neurones, par exemple. Et cet accolement va nous constituer ce qu'on appelle des canaux jonctionnels ou ce qu'on appelle des connexons. Et les signaux électriques, c'est-à-dire l'échange d'ions, va se faire directement transmis d'une cellule à l'autre, sans intermédiaire chimique. Il n'y a pas de fente synaptique, il n'y a pas d'intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d'action entre neurones, mais aussi il permet la synchronisation, par exemple, de la contraction de certaines cellules musculaires, par exemple au niveau du cœur, au niveau des fibres musculaires lisses. On trouve ce genre de synapses électriques. Donc ici, vous avez un agrandissement d'une synapse électrique où on peut voir l'accolement de deux membranes. La deuxième type de synapse classée selon la classification physiologique est les synapses chimiques. Dans ces synapses chimiques, on va trouver trois parties. On va trouver un élément présynaptique, la fente synaptique et un élément postsynaptique. Vous avez ici la photographie avec comment dirais-je, ici une synapse chimique. Là, vous voyez que dans cet élément présynaptique, vous avez des vésicules. C'est ce qu'on appelle les vésicules synaptiques. Là, vous avez un espace entre les deux membranes. Là, vous avez un élément postsynaptique. Et on peut voir qu'il n'y a pas de vésicule de l'autre côté. Là, la même chose, c'est une synapse chimique avec d'un côté des vésicules, de l'autre côté, et on voit une fente synaptique. Les deux membranes ne sont pas accolées. Là, c'est une synapse chimique aussi. Là, c'est une synapse électrique, comme je viens de vous le montrer. Et là, on voit que des deux côtés, il n'y a pas de vésicule synaptique. Et c'est, bien sûr, comme je l'ai expliqué pour les synapses électriques, il n'y a pas d'espace de fente synaptique et les membranes sont accolées l'une à l'autre. Les synapses mixtes sont des synapses qui sont formées par la juxtaposition d'une synapse chimique et d'une jonction communicante ou d'une synapse électrique. On peut trouver dans un même bouton terminal des synapses mixtes. Si on compare la synapse électrique et la synapse chimique, on va voir que les synapses électriques sont moins abondantes alors que les synapses chimiques sont plus abondantes. La transmission au niveau de la synapse électrique est une transmission directe parce que les jonctions ouvertes entre des neurones adjacentes permettent la circulation des ions directement. Au niveau de la synapse chimique, la transformation du signal se fait d'un message électrique à un message chimique, ensuite un message électrique. Il s'agit là d'une fente synaptique où il va y avoir la transmission chimique. Au niveau des synapses électriques, on ne trouve que des mouvements ioniques, donc électriques, alors que là, on trouve un message électrique, ensuite chimique, ensuite électrique. Le délai est très rapide au niveau des synapses électriques parce qu'il n'y a pas de délai synaptique. Ici, le délai, il est moins rapide. Il est de l'ordre de millisecondes. La transmission, elle peut être uni ou bidirectionnelle pour les synapses électriques. Dans la synapse chimique, la transmission, elle est unidirectionnelle parce que elle va se faire d'un élément présynaptique qui contient des vésicules synaptiques vers un élément postsynaptique qui ne contient pas de vésicules mais contient des récepteurs spécifiques à ces molécules chimiques qui vont être déversées dans la fente synaptique. Je continue la classification selon le physiologique. La troisième classification se fait selon la nature de la cellule postsynaptique. Et là, on va voir que nous allons avoir des synapses interneuronales, on va avoir des synapses neuromusculaires,
on va avoir des synapses neuroglandulaires. Donc, entre une cellule nerveuse et un muscle, entre une cellule nerveuse et une glande. Et les plus répandus sont les synapses entre neurones. Alors, on va voir en détail les éléments pré- et postsynaptiques. Donc, nous avons ici l'élément présynaptique avec les vésicules synaptiques et les canaux ici présynaptiques de calcium. Là, on va trouver une fente synaptique et là, on va avoir l'élément, la membrane de l'élément postsynaptique. La membrane, elle est tapissée de canaux de protéines canales auxquels sont couplés des récepteurs qui vont recevoir les molécules des neurotransmetteurs. Donc, morphologiquement, il y a trois éléments. Un élément présynaptique, un élément postsynaptique, un élément présynaptique, un élément postsynaptique et une fente synaptique. Dans l'élément présynaptique, d'un point de vue morphologique, on va trouver des corpuscules nerveux terminaux, on va trouver de nombreuses vésicules synaptiques qui contiennent des neurotransmetteurs, on va trouver des mitochondries. Par rapport à la fente synaptique, elle va être à peu près de 30 à 50 nanomètres, elle va contenir un liquide interstitiel. Et dans l'élément postsynaptique, on va trouver des récepteurs spécifiques du neurotransmetteur, et là, il y a plusieurs types. Donc, l'élément transmetteur, c'est la partie présynaptique avec le neurotransmetteur. L'espace synaptique et l'élément récepteur, c'est l'élément postsynaptique. Alors, qu'est-ce qu'un récepteur et qu'est-ce qu'un neurotransmetteur? Le récepteur est une entité moléculaire. Le récepteur est une entité moléculaire susceptible d'interagir spécifiquement avec une molécule endogène ou exogène. C'est un point central pour l'étude des médicaments. Parce que quand je parle de molécules exogènes, peut être une molécule d'un médicament et elle va avoir un effet sur le récepteur postsynaptique quand il s'agit d'une pathologie, d'une maladie. Donc le récepteur a pour fonction de permettre la liaison d'une molécule et d'assurer la transmission du signal à la cellule. La fonction du récepteur est de permettre la liaison d'une molécule, peut être endogène ou exogène, et assurer la transmission du signal à la cellule postsynaptique. Il y a deux domaines fonctionnels sur le récepteur, comme on peut le voir. Il y a le site ou un composant de liaison, c'est là où va être liées les molécules du neurotransmetteur. Il va y avoir un composé ionophore qui est un canal ionique, une protéine canal. Comme vous pouvez le voir ici, quand le neurotransmetteur se fixe, eh bien, qu'est-ce qu'il fait le canal ionique? Il va s'ouvrir. Il va y avoir changement de la configuration de la protéine canal, il va y avoir une ouverture du canal ionique et il va y avoir une entrée d'ions à l'intérieur de la cellule. Alors, les composés ionophores, ces canaux ioniques, peuvent être sodiques, peuvent faire passer l'ion sodium, le Na+, ou potassique, faire passer l'ion K+, ou le chlore. Ils permettent d'avoir un effet excitateur ou inhibiteur selon l'ion qui va entrer. Si c'est un ion négatif comme le chlore, il va y avoir une inhibition. Et si c'est un ion positif comme le Na+, il va y avoir une excitation, une dépolarisation. Le neurotransmetteur est une substance chimique naturelle synthétisée par le neurone présynaptique. Quand je dis naturelle, elle est synthétisée dans la terminaison présynaptique. Elle est libérée lors d'une stimulation présynaptique dans la fente synaptique, comme vous pouvez le voir ici. Il se fixe sur les récepteurs spécifiques situés sur la membrane postsynaptique. Il est rapidement dégradé par des enzymes localisées au niveau postsynaptique. Et son application, ce neurotransmetteur, si on le prend et on l'applique dans le milieu, expérimentalement bien sûr, dans le milieu au niveau de la fente synaptique par exemple, il va y avoir le même effet au niveau postsynaptique qu'une stimulation qui arrive ici électrique. Donc le neurotransmetteur est appelé aussi un premier messager. On va voir qu'il va y avoir ce qu'on appelle un deuxième messager. Les neurotransmetteurs synaptiques sont très nombreux et ils se divisent en plusieurs classes.
On va trouver les amines biogènes comme l'acétylcholine et les autres amines, la noradrénaline, la dopamine, la sérotonine et l'histamine. On va se trouver des acides aminés comme le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique ou le glutamate. Et on va trouver une classe de peptides comme les endorphines, les encéphalines, la substance P, etc. Donc, les neurotransmetteurs vont être étudiés plus en détail au niveau du TD, complément de cours. Le fonctionnement général des synapses chimiques se fait de la manière suivante. Chronologiquement, dans le temps, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a l'arrivée d'un potentiel d'action dans l'élément présynaptique. Ensuite, il y a l'ouverture du canal sodique présynaptique. Ce canal, il est voltage dépendant. Il va être sensible à cette dépolarisation, il va s'ouvrir. Quel est le rôle du calcium? Le calcium, il va entrer à l'intérieur du bouton synaptique. Quel rôle essentiel joue ce calcium au niveau présynaptique? On va voir que la concentration du calcium à l'intérieur de l'élément présynaptique est à l'origine du processus d'exocytose. La concentration intracellulaire en calcium va constituer un messager qui va provoquer la fusion entre les vésicules synaptiques. Il va y avoir la migration, ensuite la fusion des membranes des vésicules synaptiques avec les membranes de l'élément présynaptique. Et là, il va y avoir l'ouverture de la vésicule et le phénomène d'exocytose aura lieu. Donc, la libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique. Et ensuite, l'excès de calcium est rapidement retiré du milieu intracellulaire, soit par les mitochondries ou il est rejeté dans le milieu extracellulaire. Un potentiel d'action correspond à l'ouverture à peu près de 300 vésicules synaptiques, où 300 vésicules synaptiques vont être vidées suite à l'arrivée d'un potentiel d'action. Le neurotransmetteur par la suite se lie au récepteur postsynaptique. Le neurotransmetteur peut diffuser dans la fente synaptique ou se lier de façon réversible au récepteur. Une façon réversible, c'est-à-dire ce récepteur ne restera pas tout le temps lié à ce neurotransmetteur. Ensuite, la phase 4, les canaux ioniques de la membrane postsynaptique s'ouvrent. Les courants ioniques entraînent une modification du potentiel membranaire au niveau postsynaptique. Ce sont des potentiels graduels qui vont augmenter par graduation. Dans le cas d'un neurotransmetteur excitateur, l'ion entrant va être le Na+, et l'ion sortant est le K+, d'où va avoir la dépolarisation de la membrane postsynaptique. Le délai synaptique ou délai d'action synaptique est de l'ordre de 0,5 millisecondes. Il s'agit d'une étape limitante de la transmission nerveuse. Cette étape est liée à la libération, la diffusion et la liaison au récepteur du neurotransmetteur. Donc, c'est ce qui correspond au délai synaptique. Ensuite, quelle est la suite des événements? Quels sont les principaux mécanismes en action au niveau postsynaptique? Alors, l'action du neurotransmetteur sur la cellule postsynaptique met en jeu deux principaux mécanismes. Soit le premier mécanisme est la liaison du neurotransmetteur avec des récepteurs ionotropiques. Et le deuxième mécanisme, c'est la liaison du récepteur du neurotransmetteur avec les récepteurs métabotropiques. On va voir tout cela. Alors, la première action du neurotransmetteur avec le récepteur ionotropique a lieu quand le neurotransmetteur se fixe sur un site spécifique d'une protéine canal. Donc là, vous avez une protéine canal. Vous avez ici un site spécifique du neurotransmetteur. Donc la modification ensuite, il va y avoir une modification de la conformation de la protéine canal, il va y avoir l'ouverture du canal ionique et l'augmentation de la perméabilité aux ions. Ce type de récepteur est qualifié de récepteur ionotropique. Il va directement ouvrir le canal ionique et les ions vont se propager le long du canal. On trouve comme ce type de récepteur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine au niveau de la synapse musculaire,
nous allons trouver le récepteur GABA, qui est un récepteur ionotropique, et le récepteur à la glycine, aussi est un récepteur ionotropique. Le deuxième type de récepteur est les récepteurs métabotropiques. Dans ce genre de récepteur, le site de fixation du neurotransmetteur est localisé sur une protéine différente de la protéine canal ou du canal ionique. Les récepteurs métabotropiques agissent indirectement sur des canaux ioniques postsynaptiques en activant des molécules intermédiaires, des protéines transductrices appelées des protéines G. Ces protéines s'activent et se déplacent librement sur la face interne de la membrane postsynaptique en induisant une succession d'événements métaboliques. On parle ainsi de récepteurs couplés aux protéines G. Ce type de récepteur est qualifié de récepteur métabotropique. On va trouver les récepteurs, ce genre de récepteurs se trouve dans les récepteurs muscariniques à l'acétylcholine. Ce sont des récepteurs qui se trouvent au niveau du muscle cardiaque. Et on va trouver les récepteurs alpha-bêta adrénergiques qui sont aussi des récepteurs métabotropiques. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Les récepteurs métabotropiques. Nous avons d'abord la liaison du neurotransmetteur avec le récepteur qui se trouve sur une protéine différente de la protéine canal. Alors, ici, cette protéine, elle est liée à ce qu'on appelle une protéine G avec ses différentes composantes. Il va y avoir l'activation de la protéine G, d'accord? Il va y avoir la fixation de ce qu'on appelle la GTP, qui sont des protéines aussi, sur la sous-unité alpha, et elle va se transformer, il va y avoir une dissociation des autres sous-unités. Regardez, donc cette dissociation une de ces molécules va se fixer sur une protéine effectrice. Il va y avoir l'activation d'une protéine effectrice ou l'activation directe des canaux ioniques. Donc ensuite, il va y avoir l'ouverture du canal ionique, il va y avoir un flux entrant d'ions, et voilà. Alors remarque, les protéines effectrices sont souvent des enzymes, comme l'adénylcyclase, les phospholipases, à l'origine d'étapes métaboliques intermédiaires, responsables de toute une variété de réponses postsynaptiques. Les molécules synthétisées par ces enzymes sont appelées seconds messagers. Alors rappelez-vous que j'ai parlé du neurotransmetteur comme premier messager. Alors les molécules qui sont synthétisées par ces enzymes, les enzymes effectrices, sont appelées seconds messagers. Alors, la perméabilité ionique persiste tant que la liaison neurotransmetteur-récepteur persiste. Ensuite, le neurotransmetteur doit être éliminé. Alors, trois modalités possibles pour l'élimination du neurotransmetteur, soit par dégradation enzymatique, c'est-à-dire que la membrane postsynaptique ou fente synaptique va contenir des enzymes, comme l'acétylcholinestérase, par exemple, pour la dégradation de l'acétylcholine. Il y a une deuxième façon, c'est la recaptation du neurotransmetteur par l'élément présynaptique. Il va être stocké ou détruit ensuite, exemple la noradrénaline. Et il va y avoir une diffusion hors de la synapse synaptique comme troisième mécanisme. Les étapes de la transmission synaptique ici sont toutes résumées, où vous pouvez suivre la propagation du message du potentiel d'action dans l'élément présynaptique va entraîner l'ouverture du canal calcium voltage dépendant. Il va y avoir une entrée massive du CA2+. Cette entrée massive de CA2+, va entraîner la migration et la libération du neurotransmetteur hors de l'élément présynaptique dans la fente synaptique. Ensuite, le neurotransmetteur va se lier à des récepteurs canaux. Il s'agit là de l'acétylcholine. Donc, les récepteurs qui se trouvent ici sont des récepteurs canaux ioniques, ionotropes.
et directement les canaux ioniques vont s'ouvrir. Il y a pour l'acétylcholine, 2 molécules d'acétylcholine vont pouvoir ouvrir le canal ionique et il y aura une entrée massive de Na+ à l'intérieur de la cellule. Ensuite, une nouvelle dépolarisation locale appelée potentiel postsynaptique excitateur va se propager et quand il atteint une valeur importante seuil, il va y avoir un nouveau potentiel d'action qui va se propager le long de l'élément postsynaptique. Ensuite, il va y avoir la dissociation de l'acétylcholine en choline et acide acétique par les enzymes, ici l'acétylcholinestérase, et donc phénomène d'élimination du neurotransmetteur. Soit il va être recapté pour refabriquer de l'acétylcholine à partir de la choline et de l'acétylcoenzyme qui est produite dans les mitochondries. L'action des drogues au niveau synaptique. En neurophysiologie, une drogue est équivalente à toute substance pouvant modifier le fonctionnement des neurones. Le café, l'alcool, les médicaments comme des neuroleptiques ou des antidépresseurs, des drogues illicites qui sont interdites comme l'héroïne, la cocaïne, peuvent modifier le fonctionnement des neurones. Et je vous fais remarquer que la plupart des drogues agissent sur les neurones en perturbant les mécanismes de la transmission synaptique ou de transmission au niveau des synapses. Toutes les drogues perturbent les mécanismes de la transmission synaptique physiologiques normaux. Alors, le mode d'action des drogues au niveau synaptique se fait par 3 mécanismes d'action bien connus. Soit la drogue va permettre un blocage des récepteurs d'un neurotransmetteur, soit elle va faire une action au niveau du récepteur comme le ferait le neurotransmetteur, soit elle va inhiber le processus d'élimination du neurotransmetteur. Donc les drogues ou les médicaments agissent de 3 manières connues, soit par blocage des récepteurs, soit en faisant la même chose que le neurotransmetteur, soit en inhibant les processus d'élimination du neurotransmetteur. Alors, on va voir chaque mécanisme à part. Alors, le blocage des récepteurs d'un neurotransmetteur, c'est le mode d'action des drogues dites antagonistes. Alors on fait l'analogie avec une serrure dans laquelle on va glisser une clé qui n'y est pas adaptée. Ce n'est pas la bonne clé qui va ouvrir la serrure. C'est une mauvaise clé. C'est la drogue antagoniste. Donc la mauvaise clé empêche la serrure de s'ouvrir. Et tant qu'elle occupe la serrure, elle empêche la bonne clé d'agir. Donc la serrure est inutilisable du moins tant que la mauvaise clé ne sera pas retirée. C'est exactement ce que font les drogues antagonistes. D'accord? C'est le mode d'action. Au niveau, la deuxième action des drogues, c'est au niveau des récepteurs, comme le ferait le neurotransmetteur. C'est ce qu'on appelle le mode d'action des drogues dites agonistes. La drogue agoniste, c'est une fausse clé qui peut ouvrir la serrure comme le ferait la vraie clé. Exemple, les molécules d'opiacés ou les opioïdes. Ce sont des dérivés de l'opium et on trouve aussi l'héroïne. Donc, ces molécules se fixent sur ces récepteurs et agissent exactement comme le feraient des neurotransmetteurs naturels dans le cerveau qui sont les endorphines. Ce sont des hormones naturelles du cerveau. Alors, l'effet de ces drogues d'opiacés, il va y avoir un effet euphorisant. C'est une sensation intense de bien-être. Donc, l'effet euphorisant des opiacés est dû à leur affinité avec les récepteurs à endorphines. Les endorphines, ce sont des hormones du bonheur produites par l'hypothalamus. D'accord? Donc, quand on a une sensation de plaisir, l'hypothalamus va sécréter des endorphines. Et les opiacés, qui sont donc des molécules exogènes, vont agir de la même manière que les endorphines et ils vont avoir un effet euphorisant. Une dose d'héroïne a donc pour effet de noyer le cerveau de fausses endorphines.
soudainement, tous les neurones sensibles aux endorphines deviennent hyperactifs et l'effet est dit tout simplement extraordinaire. Il va avoir un effet extraordinaire. Malheureusement, l'usage des opiacés entraîne rapidement une forte dépendance très difficile à éliminer. Le troisième processus d'inhibition des processus d'élimination du neurotransmetteur, donc après sa sécrétion par le bouton synaptique, le neurotransmetteur est rapidement éliminé de la fente synaptique. Et plusieurs drogues agissent en interférant avec le mécanisme d'élimination du neurotransmetteur. Les neurotransmetteurs comme la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline et la sérotonine sont métabolisés par une enzyme particulière, ce qu'on appelle la monoamine oxydase. Les inhibiteurs de la monoamine oxydase, ou on les appelle IMAO, donc, vont bloquer cette enzyme, permettant ainsi une plus grande quantité de sérotonine et de noradrénaline de demeurer disponibles. Les IMAO sont des médicaments antidépresseurs. Alors, c'est des médicaments qui vont agir pour un petit peu réduire et pour pallier au phénomène de la dépression nerveuse. Les inhibiteurs de la monoamine oxydase ont pour rôle d'empêcher la monoamine d'exercer son rôle de dégradation des amines. Ce sont donc des antidépresseurs. Alors, on va voir l'importance du couple neurotransmetteur-récepteur dans les différents types de systèmes des synapses du système nerveux. Pour une synapse donnée, il y a toujours le même neurotransmetteur. Et un neurotransmetteur provoque toujours la même réponse pour une synapse donnée, soit un potentiel postsynaptique excitateur, cette dépolarisation locale excitatrice, soit un PPSI, un potentiel postsynaptique inhibiteur, soit une hyperpolarisation. Donc, un même neurotransmetteur peut être excitateur dans un type de synapse et inhibiteur dans un autre type. Car, pourquoi? Parce qu'un même neurotransmetteur peut avoir des récepteurs à action différentes. Dans un cas, il va ouvrir un récepteur canal Cl-, et dans ce cas-là, il va avoir un effet inhibiteur parce que c'est les ions chlore négatifs qui vont entrer à l'intérieur de la cellule, ou il va être un récepteur lié à un canal Na+, et dans ce cas-là, le Na+, s'il entre dans la cellule, il aura un effet excitateur. Donc, on va voir un peu les potentiels postsynaptiques, et ça sera le sujet qu'on va voir dans le TP des synapses. Les potentiels postsynaptiques sont des potentiels graduables, modulés en amplitude et sommables. Ce sont des potentiels locaux, ils se trouvent qu'au niveau postsynaptique, qu'au niveau du corps cellulaire, au niveau des dendrites du neurone postsynaptique. Ils ont une amplitude en fonction de la quantité de neurotransmetteurs. Donc, les PPS ne répondent pas à la loi du Plutorien, contrairement au potentiel d'action. Ils augmentent en amplitude. Ce sont des faibles variations de potentiel de l'ordre de 20 millivolts. Donc, le potentiel postsynaptique, comme je viens de le dire, est un potentiel local. Il est graduable par sommation temporelle et spatiale. La sommation temporelle, c'est l'effet de plusieurs potentiels d'action qui arrivent au niveau d'un même bouton synaptique. Et la sommation spatiale, c'est l'effet de la sommation de plusieurs potentiels d'action qui arrivent sur différents boutons synaptiques. Donc, les PPS, ce sont le résultat de la sommation spatiale et temporelle au niveau du neurone postsynaptique. En réponse à des synapses excitatrices ou inhibitrices, on va trouver donc deux types de PPS. Les potentiels postsynaptiques excitateurs, PPSE, produits par des synapses excitatrices. Ils permettent l'augmentation de la perméabilité au Na+, et l'entrée de Na+ dans la cellule est une dépolarisation. Les potentiels postsynaptiques inhibiteurs, PPSI, sont produits par des synapses inhibitrices. Ils sont dus à l'augmentation de la perméabilité, soit au K+, qui va sortir, soit au Cl- qui va entrer. Et le résultat va être une négativité à l'intérieur de la cellule. Donc, la sortie de K+ de la cellule ou l'entrée de Cl- dans la cellule entraîne une hyperpolarisation, c'est-à-dire une augmentation de la négativité à l'intérieur de la cellule.
La fonction d'intégration synaptique est essentielle. C'est une fonction liée au fonctionnement harmonieux du cerveau entre synapses excitatrices et synapses inhibitrices. Parce qu'on va trouver toujours, pour qu'il y ait une intégration synaptique, il va y avoir, la fonction de cette intégration synaptique, c'est de faire un petit peu l'équilibre entre l'excitation et l'inhibition. Alors, dans le cas de l'excitation, on peut prendre par exemple le glutamate comme neurotransmetteur excitateur et l'inhibition, le GABA comme neurotransmetteur inhibiteur. Donc, le fonctionnement harmonieux du cerveau est lié à, bien sûr, à cet équilibre entre synapses inhibitrices et excitatrices. Alors, les neurones reçoivent des milliers d'informations. Il va y avoir l'activation des récepteurs canaux ou des récepteurs liés aux protéines G. L'intégration de tous les messages vont permettre la génération d'un signal simple, soit l'excitation, le potentiel d'action, soit l'inhibition, il n'y a pas de potentiel d'action, soit une facilitation, c'est-à-dire une dépolarisation locale mais non suffisante pour générer un potentiel d'action. Nous allons voir tout cela pendant le TP du potentiel d'action. Les PPSE, nous avons ici l'exemple de synapse excitatrice, c'est la synapse glutamatergique, et la fixation du glutamate sur les récepteurs canaux va provoquer l'entrée de Na+, et comme vous pouvez le voir ici, vous avez un PPSE, et ce PPSE, une fois il atteint il est sommable, c'est des PPSE qui sont sommables et graduables, et une fois ils atteignent une valeur seuil, ils vont donner un potentiel d'action postsynaptique. Donc, c'est un potentiel d'action présynaptique qui va donner un PPSE. Et la sommation de ces PPSE donnera un nouveau potentiel d'action postsynaptique. La synapse cholinergique de la jonction neuromusculaire est une synapse excitatrice. C'est un exemple. Les PPSI, ici par exemple le neurotransmetteur et le GABA, va pouvoir ouvrir le canal ionique quand le GABA se fixe au récepteur lié au canal Cl-, ils vont permettre l'entrée de Cl- à l'intérieur de la cellule. Donc ici, un potentiel présynaptique, potentiel d'action présynaptique va provoquer une hyperpolarisation, un PPSI. Donc il n'y a pas de potentiel d'action postsynaptique. La synapse inhibitrice, ici, est une synapse GABAergique du système nerveux central. Les neurones effectuent des opérations complexes nécessitant la sommation de tous les PPSE et les PPSI pour produire soit une dépolarisation postsynaptique significative, ce qu'on appelle l'intégration synaptique. Elle se fait selon deux mécanismes, la sommation spatiale et la sommation temporelle. La sommation spatiale, c'est quand l'arrivée de plusieurs potentiels d'action arrive sur plusieurs boutons synaptiques. Là, il va y avoir la sommation des PPSE et il va y avoir par la suite un potentiel d'action qui va se propager. La sommation temporelle, c'est plusieurs potentiels d'action qui arrivent sur un même bouton synaptique et ils vont provoquer là des PPSE qui se somment. Et une fois qu'ils arrivent à une valeur seuil, ils vont donner un potentiel d'action qui va se propager lui le long de l'axone postsynaptique. Alors, quelle est l'importance de la localisation des synapses? Alors, vous avez ici un neurone avec le corps cellulaire et ses différents dendrites. Et vous voyez qu'au niveau des dendrites, il y a au niveau des dendrites, il y a plusieurs, on va dire, boutons synaptiques. Et les dendrites et les somas sont très pauvres en canaux sodiques. Donc, on ne voit pas de potentiel d'action possible à ce niveau-là. Mais la sommation des signaux qui vont arriver au niveau du corps cellulaire vont provoquer au niveau du site initial de l'axone, qui est lui, contient une forte densité des canaux sodiques, c'est là où il va y avoir comment dirais-je, la naissance du potentiel d'action qui va se propager le long de l'axone du neurone. Donc, au niveau de ce site d'initiation, où, comme je l'ai dit tout à fait au début du cours, c'est une zone gâchette, c'est une zone
où c'est de là où va se propager le potentiel d'action au niveau de l'axone. Nous allons voir l'étude de la jonction neuromusculaire, cette synapse neuromusculaire ou jonction neuromusculaire. Alors, la jonction neuromusculaire a lieu entre un neurone moteur et une fibre musculaire squelettique. Alors, le neurone moteur se trouve où? Il se trouve dans la partie ventrale de la substance grise de la moelle épinière. Le corps cellulaire se trouve là et son axone, il emprunte la racine ventrale de la moelle épinière. Alors, ce neurone-là, il se termine. Ici, vous avez une jonction neuromusculaire avec les terminaisons, les boutons terminaux du neurone moteur. Donc, ici, vous voyez mieux la jonction neuromusculaire et là, vous avez plusieurs boutons synaptiques. Là, vous avez une vue microscopique de l'axone du neurone moteur qui se termine au niveau de la fibre musculaire. Alors, comment se fait la transmission neuromusculaire? Elle se fait selon le schéma fonctionnel que j'ai montré tout à l'heure. Donc, je ne vais pas me répéter ici. Donc, l'acétylcholine qui est stockée, fabriquée au niveau des terminaisons synaptiques, stockée dans les vésicules synaptiques lors de l'arrivée d'un potentiel d'action. Après l'ouverture des canaux CA2+, voltage dépendant, elle va être libérée dans la fente synaptique. La synthèse de l'acétylcholine, qui est le neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire, se fait grâce à l'enzyme choline et l'acétyltransférase qui va permettre donc sa synthèse et le stockage de l'acétylcholine dans les vésicules synaptiques. Ensuite, l'acétylcholine va être fixée à son récepteur spécifique au niveau postsynaptique et va permettre l'entrée des Na+ à l'intérieur de la fibre musculaire et donc la propagation d'un PPSE, potentiel postsynaptique excitateur. Ensuite, bien sûr, l'acétylcholine est éliminée par l'acétylcholinestérase et donc elle va être dissociée en choline et en acétylcoenzyme et la choline va être à nouveau recaptée dans l'élément présynaptique. La synthèse de l'acétylcholine, pour récapituler, l'acétylcholine est le neurotransmetteur de la synapse neuromusculaire et sa synthèse se fait dans les terminaisons des neurones moteurs à partir de la choline et de l'acétylcoenzyme grâce à l'enzyme acétyltransférase. Donc, l'acétate, il provient de la dégradation du glucose dans les mitochondries. La choline, elle provient du sang. Elle est transportée par des transporteurs de la choline. Et donc, ensuite, cette acétylcholine, elle est transportée dans les vésicules synaptiques grâce à des transporteurs d'acétylcholine. Donc, c'est des grosses molécules. Et voilà, donc elle va être déversée dans la fente synaptique au moment de l'excitation. Il y a deux types principaux de récepteurs cholinergiques différents. Donc, selon la nature de substances agonistes, les substances qui font comme le neurotransmetteur naturel, l'acétylcholine. Le récepteur nicotinique de la fibre musculaire, il est activé par la nicotine. La nicotine, tout le monde connaît ce que c'est que la nicotine. Alors, la nicotine, qui est cette substance exogène, elle active le récepteur de l'acétylcholine. C'est pour ça qu'il est appelé récepteur nicotinique. C'est une protéine canal qui contient deux sous-unités alpha identiques. L'ouverture il s'ouvre ce canal par deux molécules d'acétylcholine. Ce canal est spécifique des cations Na+, permet, donc son ouverture permet une dépolarisation importante de la membrane, ce qui va ouvrir des canaux Na+, voltage dépendant, d'où la dépolarisation qui se propage par la suite.
Alors, il y a les récepteurs muscariniques qui sont stimulés par la muscarine. La muscarine, c'est une substance qu'on va trouver exogène qu'on trouve dans des champignons. Des champignons. Alors, c'est une structure qui est totalement différente des récepteurs nicotiniques. Il y a un seul type de sous-unité possédant 7 domaines hydrophobes. Alors, comment s'inactive l'acétycholine? L'action fugace est très rapide de tous les neuromédiateurs. L'acétycholine, elle a une action fugace comme tous les neuromédiateurs. Il y a au niveau de la synapse la présence locale d'enzymes de dégradation. Et dans la jonction neuromusculaire, c'est l'acétylcholinestérase qui se trouve au niveau de la membrane postsynaptique qui va dégrader l'acétylcholine. Alors, quelles sont les substances exogènes qui vont agir sur la jonction neuromusculaire ou la synapse neuromusculaire? Il y a diverses drogues qui agissent au niveau de la jonction neuromusculaire. On trouve les drogues agonistes. Ce sont des cholinomimétiques. On les appelle aussi cholinomimétiques comme la métacholine et la nicotine. Les drogues qui inactivent le processus d'élimination de l'acétylcholine par l'acétylcholinestérase sont la néostigmine et la physostigmine. Il y a des drogues antagonistes comme les curares. Alors, je vous fais remarquer que des anticorps peuvent attaquer les récepteurs à l'acétylcholine en entraînant leur destruction, causant une maladie qu'on appelle la myasthénie. C'est une maladie auto-immune qui se caractérise, qui a comme symptôme une fatigue généralisée, une diminution de la force musculaire de tous les muscles et le malade est incapable de fournir un petit geste volontaire, ne peut pas le fournir tellement il est fatigué. Donc, c'est dû à l'attaque de certains anticorps à ces récepteurs à l'acétylcholine. En conclusion, on peut dire que l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux est le neurone, qui se présente comme une cellule hautement différenciée. Sa membrane lui permet d'émettre, de conduire le potentiel d'action, qui est le langage de communication entre les cellules nerveuses d'une part et entre les cellules nerveuses et les cellules effectrices d'autre part. Cette communication se fait à travers des synapses, mettant en jeu un intermédiaire chimique, le neurotransmetteur. La classification des synapses repose sur plusieurs critères morphologiques, fonctionnels et même selon la nature de la cellule postsynaptique. Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques synthétisées par les neurones présynaptiques, libérées lors d'une stimulation présynaptique, rapidement dégradées par des enzymes localisées au niveau postsynaptique. Et le fonctionnement harmonieux du cerveau repose sur un équilibre entre les neurotransmetteurs excitateurs et les neurotransmetteurs inhibiteurs, d'où ce qu'on appelle l'intégration synaptique. Alors là, je vous ai mis un petit peu quelques exemples de quiz sur le neurone et sur la transmission synaptique. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours communiquer avec moi par la plateforme Moodle pour en discuter. Donc voilà, je vous remercie pour cette partie.